Je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, la complexité du monde et en inventant activement le monde à venir. Vous le savez sans doute, quand vous écoutez Vlan, c'est un peu un cabinet de curiosité. On a des milliards de sujets différents et en même temps, c'est comme ça que moi j'envisage les choses. Je suis quelqu'un de profondément curieux, j'aime cette curiosité. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Alexandre Dana. Alexandre Dana, c'est le fondateur, entre autres, de Live Mentor. C'est aussi quelqu'un que vous connaissez peut-être parce qu'il officie beaucoup dans un autre podcast qui s'appelle Métamorphose, qui est le podcast de Anne Guéquière. Et Alexandre, il est plus structuré que moi. Et déjà, on parlait ensemble beaucoup parce que c'est une personne extrêmement curieuse de comment structurer sa pensée, comment passer de l'illusion de la connaissance à une vraie connaissance structurée. Et en fait, ça suppose de prendre des notes, nécessairement, pour ne pas juste effleurer les sujets. Et lui, il a créé un carnet autour de ces sujets. Et j'espère que ça va beaucoup vous plaire, ça va beaucoup vous parler. Ensemble, on va parler de pourquoi la curiosité, c'est important, comment on la nourrit, comment on la développe dans ce monde un petit peu complexe, dans le sens où on a beaucoup d'informations et parfois on a tendance à être complètement submergé, tout simplement. C'est une conversation hyper amicale que j'espère vous allez apprécier. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Alexandre, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très très bien, Greg. On dit que la curiosité, c'est un vilain défaut. Qu'est-ce que tu en penses de cette expression ? Moi, la curiosité, c'est ma qualité préférée, c'est ma valeur cardinale. Mais pendant longtemps, quand j'étais jeune, on me faisait le reproche d'être dispersé, d'être trop curieux, de papillonner d'un sujet à l'autre. C'était le grand regret de mes parents, parce qu'ils me voyaient passer du violon au saxophone, au football, à la gymnastique, au badminton, sans réussir à me canaliser dans une passion. Et donc pour moi ça a été tout un chemin de comprendre ce qu'est vraiment la curiosité, à quel point c'est une qualité essentielle professionnellement d'abord, pour se réinventer, pour lancer des projets, pour apprendre de nouvelles choses, et ensuite à quel point c'est une qualité qui rend la vie plus riche, plus pétillante, meilleure et qui te permet de jamais t'ennuyer. Et alors tu sens un carnet qui aurait dû sortir chez Vlan d'une certaine manière. Même toi, je sais que tu travailles beaucoup avec Métamorphose, mais du coup c'est rigolo que ça sorte, que ce soit ça sort pas chez Métamorphose, mais c'est toi qui le sors. C'est un carnet de curiosité parce qu'en fait Vlan a cette particularité de ne pas avoir de thématique. Ce qui est quand même assez particulier sur un podcast, que majoritairement les podcasts quand même c'est entrepreneuriat, développement personnel, psychologie, grossesse, je sais pas, enfin peu importe, il y a des tonnes de sujets qui sont monosujets généralement. Et Vlan, c'est sa force et sa faiblesse d'une certaine manière. C'est pas, il y a pas de thème parce qu'en fait moi je suis comme toi extrêmement curieux et que je trouve que ce cabinet de curiosité, d'une certaine manière, c'est une meilleure manière de comprendre le monde et ça aide à être plus serein. En tout cas, c'est ce que je crois. Tu peux nous parler de pourquoi tu lances ce carnet ? Tu veux nous le montrer parce que donc cet épisode est en vidéo pour ceux qui nous écoutent simplement et vous pouvez le retrouver sur YouTube. Tu veux nous montrer ce carnet ? Et pourquoi tu l'as pensé et pourquoi tu l'as fait ? Alors déjà, pourquoi un carnet ? Moi, je suis plutôt un enfant du digital, un enfant du web. Et oui, t'es plus jeune que moi, c'est ça que tu veux dire. Mais toi aussi, tu l'es également. Un petit peu. Je me souviens que quand j'ai commencé à monter des entreprises sur Internet, un des premiers blogs que je suivais, c'était le tien. C'est très dinosaure, ça, non? Mais oui, ça fait 20 ans que je crée du contenu. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 20 ans que je crée du contenu sur Internet. Ouais. Et Internet, ça m'a permis plein de choses. Ça m'a permis de monter ce qui reste aujourd'hui mon entreprise principale, Live Mentor, qui est un organisme de formation. Ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis de rencontrer des personnes, ça m'a permis plein de choses. Et en même temps, j'ai ressenti, comme beaucoup de gens, une fatigue des écrans de plus en plus prononcée au fil des années. Et en cherchant des solutions, je suis revenu à un outil oublié, le papier, le carnet.
Et je me suis souvenu que durant mes études, j'adorais prendre des notes, j'adorais ficher mes cours, j'y passais un temps fou. Je me suis aussi réalisé que j'étais plus capable d'écrire à la main. Je sais pas si tu as eu également cette expérience d'avoir des crampes, littéralement. Hyper mal à la main. On ne sait plus faire. Non, alors que j'ai gratté pas mal de pages. Et l'été dernier, j'ai appris qu'une maison d'édition 2359 était en vente. Je connaissais bien la fondatrice. On avait monté d'ailleurs un projet ensemble. On avait été partenaire sur un de ses carnets. Et j'ai décidé, je sais que je me suis dit, il faut que je sauve cette boîte, il faut que je la rachète. Et donc j'ai racheté la maison d'édition 2359 et j'ai commencé à créer des nouveaux carnets. Et le premier de ces nouveaux carnets, c'est le carnet de curiosité, donc un carnet de 200 pages sur du très beau papier, avec du papier assez épais pour que tu n'aies aucun risque de percer le papier avec le stylo, et un carnet qui te propose de prendre des notes intelligentes sur les sujets pour lesquels tu es curieux. Donc la première étape, c'est évidemment de prendre des notes. Ça va changer radicalement ta capacité à mémoriser l'information. Mais ensuite, comment est-ce qu'on prend ces notes ? Eh bien, dans le carnet de curiosité, je me suis inspiré de méthodes comme Zettelkasten, ce sociologue allemand célèbre parce qu'il avait une production de livres absolument incroyable, et on s'est rendu compte qu'il avait une certaine manière de ficher l'information. Il avait des énormes classeurs avec des fiches, et dans chacune de ces fiches, il avait ce qu'il appelait des notes concept. Et donc, le carnet, au lieu d'avoir juste des pages libres, on a des pages de notes où on te propose de mettre le titre, la source, la question principale, les points clés, les applications concrètes et un paragraphe intitulé « Si je devais l'expliquer à un enfant ». Donc par exemple, comment lancer un podcast. La question principale peut être comment je lance un podcast si j'ai pas les moyens de me payer un studio professionnel. Point clé, il va falloir maîtriser la compétence enregistrement audio. Point clé numéro 2, avoir vraiment le 80-20, le Pareto du matériel. Point numéro 3, avoir de quoi enregistrer le podcast chez toi. Applications concrètes, etc., etc. Et donc, sur les 6 derniers mois, j'ai fait le test moi-même sur les sujets pour lesquels je suis curieux, et il y en a un certain nombre, d'itérer sur la structure de ce carnet, et je suis arrivé à cette version finale dans laquelle je crois beaucoup et qui moi me change un peu la vie au quotidien. Et donc je suis assez fier de lancer ce carnet de la curiosité. Et je disais que ça pourrait être le carnet de Vlan parce qu'en fait, quand tu m'en as parlé, je me suis dit, bah, c'est exactement ce dont les personnes qui écoutent Vlan auraient besoin, parce qu'en fait Vlan c'est un podcast qui est quand même un peu dense, tu vois, c'est pas exactement du divertissement. Et souvent les gens me disent ah mais en fait le problème avec Vlan c'est que faut vraiment écouter avec attention parce qu'en fait il y a de l'information à l'intérieur, et du coup c'est un outil qu'on pourrait utiliser. Mais c'est là qu'il y a justement un risque entre guillemets. Le risque aujourd'hui, c'est que trop de personnes se détournent des formats longs, se détournent des podcasts comme ceux que tu fais, se détournent des longues émissions sur YouTube, se détournent des livres en cherchant des résumés. Mais il y a une différence énorme entre consommer un résumé et le créer toi-même. Et donc le sujet pour moi, c'est d'essayer dans notre consommation de contenu de laisser le plus loin possible les flux, les scrolls, les feeds, les formats courts, les stories Instagram, les TikTok, d'essayer dans sa semaine de prendre du temps pour écouter, s'informer avec des gens qui expriment en long et en large leurs pensées, et ensuite de te faire toi-même ta fiche et de créer en fait ton encyclopédie personnelle. Alors je vais te faire pleurer peut-être, mais j'ai eu plusieurs youtubeurs qui m'ont dit que depuis le lancement des YouTube Shorts, oui, leur audience avait été divisée par 3 sur leurs vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne consomment que les vidéos courtes. Enfin, en tout cas, elles consomment beaucoup plus les vidéos courtes, ce qui fait que les vidéos longues chutent de manière dramatique. Et on touche à une autre raison pour laquelle j'ai voulu m'engager pour le papier, c'est la rébellion de l'attention. Donc, j'ai plusieurs activités, et une d'entre elles est d'être éditeur de livres chez Erol. J'ai édité chez Erol un livre intitulé « On vous vole votre attention », écrit par un journaliste britannique qui s'appelle Johann Hari. Qui est passé sur Vlan. Qui est passé sur Vlan. Un type absolument formidable qui a fait 3 ans de recherche sur la crise de l'attention, et il explique que notre capacité à avoir de l'attention est en chute libre, notamment à cause
des GAFA, notamment à cause des réseaux sociaux, dont le modèle économique n'est pas que tu apprennes quelque chose, mais que tu passes le plus de temps possible sur la plateforme. Et en priorisant des choses comme YouTube Short, YouTube fait un choix politique que je considère grave à titre personnel, que je considère dangereux, qui est de dire on s'en fiche de mettre en avant les contenus les plus denses, les plus informatifs, les mieux pensés sur un sujet. On préfère avoir le maximum de petites vidéos courtes qui font appel aux émotions et parfois aux pires émotions de la personne pour les garder le plus longtemps possible sur la plateforme. Et si ça se traduit par un abaissement du niveau de conscience, un abaissement du niveau de connaissance collectif, tant pis. Nous, notre modèle économique, encore une fois, c'est la publicité, c'est le temps passé à regarder les contenus. Donc il faut réagir. Et donc, quelque part, les gens qui nous écoutent et qui écoutent Vlan de manière générale ou Métamorphose par ailleurs, ou d'autres podcasts, bien sûr là, ou qui lisent des livres. Ou qui lisent des livres, ils font de la résistance d'une certaine manière. Ils font une vraie résistance et vous avez, enfin, je pense que c'est vraiment un acte fort que d'offrir des livres à quelqu'un en 2025, que de lire des livres, que de mettre en avant le travail des bons podcasteurs, des bons youtubeurs qui font des formats longs et d'essayer au maximum de recréer des sphères, des espaces permettant une attention longue et continue. Alors du coup, tu penses quoi alors je sais pas si tu connais d'ailleurs, je sais pas si t'as la ref, mais de Abrège Frères. Je connais pas. Tu connais pas? Non. Donc en fait, je t'explique rapidement. Maintenant, t'as Abrège Sœur d'ailleurs, mais Abrège Frères, en gros, c'est un mec sur TikTok, qui prend des vidéos longues, enfin tu vois, où les gens racontent une histoire qui est pas forcément très intéressante. Et lui, en fait, il la résume en 10 secondes en disant Abrège Frères, tu vois. D'où le nom du compte Instagram d'ailleurs, du compte TikTok pardon. Et du coup maintenant t'as une Abrège Sœur parce qu'en fait ils se sont rendu compte qu'il avait parfois des propos pas sexistes, mais il réduisait très rapidement des vidéos où des femmes se plaignaient de harcèlement, et du coup c'était pas forcément très politiquement correct, en tout cas pas très éthique. Alors on touche à un autre sujet connexe. La qualité des contenus, qu'ils soient courts ou qu'ils soient longs. Oui, il y a ça aussi. Internet a complètement abaissé le coût de création d'un contenu. Donc aujourd'hui, si j'ai envie de prendre la parole sur un sujet X, Y, Z, je le fais, que je sois expert ou pas sur le sujet. Et si je veux raconter pendant 3 heures, 4 heures, n'importe quoi dessus, je peux le faire. Personne ne va m'en empêcher. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus d'intermédiaire. Et en plus, là, on part un peu loin, mais c'est aussi une tendance au-delà d'Internet dans la société. Quand on voit l'élection de Trump, quand on voit les discours de Trump, on se rend compte qu'on est passé dans un monde où le divertissement compte beaucoup plus que l'expertise. Mais donc le sujet pour moi, c'est pas tant d'abréger certains contenus, certaines vidéos, c'est d'essayer en tant qu'individu de filtrer dans les contenus, d'identifier leur qualité, d'éveiller son regard à comment est-ce qu'ils sont structurés. Et pour ça, il y a différentes manières. Une d'entre elles, effectivement, c'est de ficher ces contenus et de se rendre compte, une fois que j'ai fiché la chose, est-ce que il y a de la pertinence ou pas? Mais n'allons pas sanctionner de fait un contenu parce qu'il est long. J'écoutais ton podcast sur la physique quantique hier. On peut pas le résumer en 3 minutes. Enfin, c'est... On peut, mais on n'aura pas grand-chose. On n'aura pas grand-chose. Et donc, faut aussi faire très très attention à cette culture de l'instantanéité, cette culture de la rapidité, cette impatience qu'on a tous et qui est encore une fois créée par la technologie. Une partie de la technologie nous pousse à être complètement averse, incapable de tolérer la moindre attente. Et je m'en suis rendu compte aussi, quand j'ai commencé moi à me remettre au papier, à renoter des choses par écrit, je me suis dit attends là ça te prend un temps fou, tu pourrais très bien faire comme d'habitude un bon vieux copier-coller sur ton Notion ou sur ton ordinateur. Voire utiliser ChatGPT pour résumer un texte. Voire utiliser ChatGPT exactement. Mais on a besoin de cette lenteur et la vraie curiosité, celle qui ne reste pas au simple stade de l'intérêt mais qui devient une maîtrise, elle prend du temps. Tu l'as raconté, ça fait 20 ans que tu crées des contenus, et ce qui explique peut-être que les gens d'extérieur ils comprennent pas comment toi tout seul t'arrives à avoir un podcast
assez connu comme celui de Vlan, mais en fait, il y a 20 ans derrière. C'est ça. 20 Et puis, il y a surtout maintenant, ça fait 8 ans, Vlan, tu vois, Et Vlan, ça fait 8 ans. Ouais, j'ai un peu, et je suis, tu vois, déterminé. On va dire ça. À quoi ça sert? Alors, pourquoi c'est important d'être curieux? À quoi ça sert? Alors déjà, c'est en nous depuis le plus jeune âge. Quand j'ai commencé à creuser le sujet de la curiosité, je suis allé voir évidemment ce que disaient les psychologues, les éducateurs sur le sujet. Et un enfant qui est pas curieux, c'est un énorme problème. En fait, limite, ça n'existe pas. Oui, non. Un enfant est curieux par nature. Il est curieux de marcher, il est curieux de parler, il est curieux de ramper, il est curieux de sauter, il est curieux de s'exprimer, de communiquer avec les autres. Le problème, c'est que cette curiosité, qui est incroyable durant les premières années de notre vie, enfin, il faut se rappeler en fait de la quantité de choses qu'on apprend. Si seulement toi et moi, on était capables d'apprendre aussi efficacement qu'à l'époque où on était enfant, mais ce serait le paradis. Mais on la perd, cette curiosité. On la perd. Alors, il y a plusieurs explications qui sont évoquées. Une des plus connues a été très bien résumée par quelqu'un qui s'appelle Ken Robinson, qui est malheureusement décédé, qui est un pédagogue anglais dont on peut trouver les conférences TED en ligne qui sont incroyables, où il explique comment la curiosité, elle est fortement associée à la pensée divergente. La pensée divergente, c'est le fait de chercher un maximum de solutions possibles pour un problème donné, et non pas de chercher la meilleure solution. Et cette pensée divergente, on la stimule pas à l'école. En fait, c'est même l'inverse, parce que là, en fait, j'ai fait un épisode pour ceux qui nous écoutent et qui veulent aller le voir avec Sama Karaki, qui est une neuroscientifique, où on parle de l'esprit critique chez les enfants, comment le développer. Et en fait, ce qu'elle explique, et ça va un peu dans le sens de ce que tu dis, c'est que à avoir un système de notation et à sanctionner ou à récompenser la bonne réponse, on ne favorise pas l'esprit critique. Et en fait, elle, en tant que neuroscientifique, elle dit, en fait, on s'en fout de la bonne réponse ou de la mauvaise réponse. C'est pas très intéressant, c'est pas très important. Ce qui est intéressant, c'est le processus par lequel l'enfant est passé, parce que c'est là où on va se rendre compte de sa capacité à réfléchir. Et quand tu dis pensée divergente, c'est-à-dire d'envisager plusieurs solutions, c'est encore plus riche, parce que généralement personne fait ça. On prend pas ça demande aussi beaucoup d'utiliser ce qu'on appelle le système 2, donc le système, donc système 1, système 2, système 1, c'est la pensée automatique. On va dire 2 et 2 font 4, j'ai pas besoin de réfléchir, et parfois je me trompe, généralement je me trompe, c'est ce qu'on va appeler aussi parfois l'intuition. En tout cas, l'intuition, elle est pas mal dans le système 1. Le système 2 qui demande beaucoup d'énergie, donc du coup le corps évite au maximum de passer par le système 2, c'est là où tu es obligé de réfléchir, de penser, où tu as un problème qui est compliqué, où tu vas dans un supermarché d'un pays que tu connais pas. On va dire, souvent on parle de plasticité neuronale. Bon, c'est un sujet qui peut être débattu, mais en tout cas, à partir du moment où tu vas être dans une situation où tu es un petit peu mal à l'aise, tu es dans un système 2. Et d'ailleurs, je pense, en t'écoutant, à une interview que j'avais pu réaliser avec le docteur Olivier de la Doucette, qui est un spécialiste d'Alzheimer, président de la Fondation de recherche contre Alzheimer, et qui te dit le principal remède contre Alzheimer en prévention ou même au stade initial de Alzheimer, c'est la curiosité, c'est de s'intéresser à de nouvelles choses, c'est d'apprendre une nouvelle langue, c'est d'apprendre un instrument de musique, c'est d'écouter de la musique. C'est-à-dire que notre cerveau, il a besoin, il est fait pour cette activité de création de nouveaux chemins, de nouveaux circuits neuronaux. Faites écouter Vlan à vos parents. Oui. Non, oui, mais c'est vrai. Notamment. Et donc, voilà, l'école, comme l'explique bien Ken Robinson, n'a pas été pensée du tout sur ce modèle-là, elle a été pensée sur le modèle des usines avec une hyper spécialisation. C'est ça le vrai sujet. C'est qu'on rentre comme une matière première à l'école et on sort avec un diplôme ultra spécialisé. Et c'est là où il faut peut-être regarder dans le passé, regarder dans l'histoire, regarder le parcours de certains génies incroyables, scientifiques, artistes, qui moi m'ont beaucoup inspiré dans la création de ce carnet et qui étaient tous des polymathes, c'est-à-dire des personnes intéressées par plein de sujets différents. Il va falloir différents. nous expliquer ce que c'est qu'un polymathe. Polymathe, c'est toujours un peu difficile c'est un mot que tu peux utiliser. C'est dur de se définir soi-même en polymathe parce que d'un coup, quand tu te définis comme un polymathe, c'est très qu'on appelle ça arrogant de se dire moi je suis un polymathe. On en a parlé tous les deux avant et de se dire je crois que je suis un polymathe, mais en fait tu peux pas vraiment dire ça parce que c'est un peu particulier de le... On peut dire un éternel curieux ou en tout cas un curieux qui est vraiment allé loin
dans différents domaines. Alors, faut que tu expliques ce que c'est qu'un polymathe. Polymathe, donc l'étymologie grecque, je l'ai mis en introduction du carnet, mais est-ce que je suis capable de m'en souvenir de tête? C'est polymathes ou makès, je sais plus, mais ça veut dire littéralement qui a beaucoup appris dans de nombreux domaines. C'est ça, un polymathe. Donc, par exemple, Léonard de Vinci, dont on a qui nous a laissé des milliers de carnets, ces carnets de notes. Dans ces carnets, il y avait de l'anatomie, il y avait de la biologie, il y avait des arts, il y avait de la peinture, il y avait de la sculpture, il y avait des réflexions sur le vol des oiseaux, il y avait tout un tas de choses. Et on peut prendre plein d'exemples similaires de personnes qui ont décidé de passer d'un sujet à l'autre régulièrement et d'essayer de trouver des ponts, des liens entre ces disciplines. C'est ça un polymathe. Et notre système éducatif ou notre système professionnel qui vise à l'hyperspécialisation avec la fiche de poste, dans le cadre d'une entreprise, c'est la même chose. Si tu crées des fiches de poste ultra spécialisées, tu t'éloignes complètement de cette vision-là. Et tu as fait plusieurs épisodes sur Vlan d'économie. L'histoire du système économique, du système de production, c'est le taylorisme, c'est le fordisme, c'est le travail à la chaîne. Et de la même manière que sur le travail à la chaîne, on a hyper spécialisé les ouvriers, on a recréé la même chose dans les métiers de service. Et ça explique notamment, pas que, mais ça explique notamment la fréquence des syndromes d'épuisement professionnel, burn-out, brown-out et bore-out. Littéralement, bore-out, je m'ennuie. C'est pour ça que j'explose. Parce que mon quotidien n'est pas assez rempli de curiosité. J'ai l'impression de tout le temps faire la même chose. Alors tu disais les plusieurs raisons pour lesquelles on a tué la curiosité. D'abord, donc le système éducationnel, et particulièrement depuis les Lumières, donc la modernité, qui a hyper spécialisé, parce que dans la modernité, t'as l'analyse qui découpe tout en morceaux pour pouvoir tout expliquer. Donc c'est le principe même de la structure de l'université en France. Enfin, voilà, les Lumières, elles ont eu des impacts un peu partout dans le monde. C'est quoi, il y a quoi d'autre comme impact, comme raison pour lesquelles on a un peu tué la curiosité? Alors, on vient d'évoquer donc l'évolution du monde du travail avec cette hyper spécialisation. Et puis après, il y a Internet. Le meilleur ami et le pire ennemi à la fois de la curiosité. Meilleur ami parce que si tu veux être curieux d'un sujet, tu veux vraiment apprendre sur un sujet, Internet, c'est la bibliothèque d'Alexandrie ultime, infinie, en perpétuelle expansion. C'est absolument incroyable. Mais c'est également ton pire ennemi parce que à la fois, on a parlé des algorithmes qui décident pour toi de ce que tu vas regarder, et on peut se demander à quel point notre curiosité aujourd'hui n'est pas une marchandise. C'est-à-dire que elle est vendue au plus offrant. S'il y a une entreprise, un secteur qui fait plus de publicité qu'un autre, je vais peut-être devenir curieux de ce sujet, mais est-ce que ça résonne vraiment en moi? Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer le carnet par une section qui s'appelle la boussole de la curiosité, où je te demande de répondre à certaines questions pour être sûr que tu veux aller creuser ce sujet-là. Pourquoi est-ce qu'il résonne en toi? Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Comment tu te sentiras une fois que tu as atteint cet objectif? Donc, plein de questions en fait de visualisation, c'est des techniques très classiques en accompagnement. De sorte à ce que on ne tombe pas effectivement dans cette fausse curiosité qui est une errance qui n'en finit jamais, et donc tu te retrouves avec ce côté poisson rouge, papillon plutôt, qui flotte d'un sujet à l'autre et qui crée de la frustration. Est-ce qu'il n'y a pas un autre sujet concernant les algorithmes qui sont, enfin deux sujets, il me semble, en tout cas moi dans mon expérience, qui sont liés bien sûr. D'abord la bulle de filtre, c'est-à-dire des avis qui vont que dans un sens. Alors d'abord des avis qui sont souvent sur les réseaux sociaux radicaux, en tout cas pas très nuancés. De deux, des avis qui vont toujours dans le même sens. Et de trois, en particulier sur TikTok, qui a un algorithme qui a un chouïa différent quand même de celui d'Instagram, même si Instagram est en train de copier de plus en plus celui de TikTok, où tu vas regarder une vidéo d'intérêt XY qui t'intéresse pas plus que ça, mais voilà, enfin admettons, je te prenais cet exemple quand on prenait le café, mais quand t'es un mec hétéro et tu vois une jolie fille, tu sais pas, tu vas t'attirer, donc tu vas regarder, mais pas parce que tu es intéressé ou quoi, c'est juste voilà, c'est juste mécanique quelque part. Et d'un coup, tu vas te retrouver avec
plein de contenu, on va te mettre dans un tunnel de contenu avec des filles, alors que tu vois, avec une danse ou peu importe ce que c'est le contenu, mais qui n'ont aucun intérêt. Oui. Et du coup, c'est hyper difficile de reprogrammer d'une certaine manière l'algorithme. Déjà, faut t'en rendre compte, faut prendre le recul sur le truc, parce que après tout, en tout cas quand t'es hétéro, c'est toujours agréable, hein, mais aucun intérêt. Et du coup, il faut rééduquer l'algo, aller chercher des choses pour sortir du tunnel dans lequel il t'a mis. J'ai connu une expérience similaire lorsque j'ai fait un jeûne hydrique. Donc c'est plus sexy. C'est il y a un peu moins d'un an. J'ai fait pour la première fois de ma vie un jeûne hydrique sur 6 jours. Donc tu manges rien de solide, tu fais que boire de l'eau et des bouillons. Au bout de 24 heures, j'étais mort de faim. J'ai fait un truc qui n'est absolument pas dans mes habitudes. Je suis allé sur Instagram et j'ai regardé des recettes de cuisine. Au bout de 30 minutes, tout mon Instagram avait été transformé. Je n'avais plus que ça partout. Au point où, durant les jours qui ont suivi, j'ai été complètement accro au meilleur flan de Paris, aux pizzas. Alors, où est le meilleur flan de Paris? À tout ce que tu veux. Alors qu'en fait, j'ai pas de curiosité intrinsèque pour les restaurants et pour la nourriture. Tu vois, pourtant je suis parisien, mais je suis pas du tout le parisien qui peut te sortir 3 restos par arrondissement. Moi non plus. Qui peut te parler du meilleur chef, du meilleur sushi. C'est pas mon truc. Je suis pas curieux de ça. Mais là, en une semaine, j'étais bombardé. Et en fait, si je prends du recul maintenant et que je pense à cette semaine et au temps que j'ai passé sur ces vidéos, pourquoi je l'ai fait? Qu'est-ce que ça m'a appris? Rien. Qu'est-ce que j'en retire aujourd'hui? Rien. Est-ce que j'ai appris à cuisiner un plat? Absolument pas. Est-ce que je suis allé dans un des restaurants dont je regardais les recettes? Pas du tout. J'ai littéralement perdu mon temps. Je n'étais pas vraiment curieux de ce sujet. J'étais absorbé par le système des filtres. Et ça, je sais pas si pour les personnes qui nous écoutent, vous vous rendez compte de ce que ça peut avoir comme impact sur nos vies, sur notre temps disponible, parce qu'après on peut se dire oui mais j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. Mais la réalité c'est que notre temps il est absorbé par des plateformes. Une autre chose que je trouve intéressante et que moi j'observe en tout cas avec Vlan plutôt sur la partie leadership, c'est les gens qui consomment que les extraits courts. Tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais c'est quand même extrêmement problématique. Oui. De voir les gens ne consomment, enfin, ce que tu l'as déjà dit, hein, mais on consomme plus vraiment de contenu long. Et ça, c'est un énorme problème. Mais on a besoin de remettre le temps long dans nos quotidiens. On a besoin de réaccepter que les choses prennent du temps, que l'expertise prend du temps. Et on a, je crois, la meilleure manière de le faire, c'est de s'intéresser soi-même à un sujet pendant une longue période de temps et de se rendre compte de à quel point c'est difficile de progresser. Ça prend du temps et ça te donne une humilité sur tous les sujets qui est beaucoup plus forte. Moi, un des sujets sur lesquels j'ai été immensément curieux ces dernières années, c'est les arts du cirque. Je me suis passionné pour les arts du cirque depuis 3 ans. Je me souviens de déclarer avec une prétention absolue quand j'ai commencé, oui, dans 4 mois, je serais capable de faire un spectacle. Ça m'a pris 3 ans et demi. Et je me suis blessé en plus. Et j'ai fini à l'hôpital à ce spectacle. Voilà. C'est QFD. Et parce que comme n'importe quel sujet, n'importe quelle discipline, n'importe quelle expertise, l'excellence prend du temps. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aller reconnecter avec cette curiosité qui naît d'abord de l'observation, de l'émerveillement. Je mentionnais, je crois, Léonard de Vinci tout à l'heure. Léonard de Vinci, dans ses secrets à lui d'apprentissage, il y avait vraiment cette observation de passer du temps à regarder comment fonctionne le monde, à ne pas le juger instantanément et à comprendre que les règles, les mécanismes vont apparaître à lui, vont devenir clairs s'il est suffisamment attentif pendant une longue période de temps. Mais comment on fait pour se réapproprier? C'est bizarre comme question, mais comment on fait pour se réapproprier son temps? Parce qu'en fait, le truc, c'est que on est tellement dopé, pardon pour l'expression, à la dopamine, que maintenant, un contenu court où il n'y a pas une accroche genre hyper forte, du coup, on se dit bon, pas très intéressant, donc on le consomme pas. En fait, on ne donne plus sa chance
au contenu, d'une certaine manière. Alors, il y a un secret, il y a de la dopamine là-dedans. Je t'explique comment. Quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans mes différents prototypes, c'est Bernard Werber, l'écrivain qui a écrit Les Fourmis, Les Thanatonautes, etc. Bien sûr. Quand j'ai rencontré Bernard, je lui ai demandé son secret pour apprendre. Et là, il m'a sorti un document dans lequel il écrit depuis 1991 tous les jours. Donc tous les jours, depuis 1991, Bernard, il écrit dans ce document ses rêves, ses observations, ses apprentissages de la journée. Et donc il est capable de regarder dans le rétroviseur, d'ouvrir ce document et de voir l'évolution de sa pensée depuis 1991. Ça, c'est jouissif. C'est plaisant. C'est incroyable. Alors lui, il allait même plus loin. C'est-à-dire que dans ses livres, ses romans, il insère des bouts de cette encyclopédie personnalisée. Il appelle ça l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Et donc, s'il y a des fans de Bernard Werber là dans les auditeurs, ils verront bien de quoi je parle. Dans chacun de ses livres, entre les chapitres, il insère des petits bouts de cette sorte de Wikipédia personnelle. On s'en rend pas compte au début quand on commence à noter des points dans un carnet tous les matins ou tous les soirs, mais au fil du temps, le fait de créer cette encyclopédie personnelle, ça devient une habitude, il y a un circuit de récompense qui se met en place et on a besoin de ces circuits de récompense, et un circuit de récompense beaucoup plus fort que regarder un contenu court. C'est à peu près le même effet que écrire une lettre à quelqu'un. Ça n'a jamais été aussi jouissif qu'en 2025 que de recevoir une lettre. Parce que la personne a pris du temps à écrire, et c'est pas un SMS, c'est pas un vocal, c'est pas la chose qui lui a pris le moins de temps possible. Non, elle a pris son stylo, elle a écrit une carte postale, elle a écrit une lettre, elle est allée la poster, elle a attendu que tu la reçoives, et ça crée un lien puissant. Ouais, ça se jouissif. Mais la question que je te posais aussi, c'était parce qu'en fait, bien sûr, tu vois, la lettre, je pense que ça peut parler à tout le monde, quoique, je sais pas, parmi les gens qui nous écoutent, la dernière fois qu'ils ont vraiment écrit une lettre ou qu'ils en ont reçu une, c'est même des cartes postales, d'une certaine manière, maintenant, on adorerait les recevoir, tu vois, c'est genre, la personne a fait l'effort de prendre le temps d'écrire une carte postale, etc. Bref. Mais, dans ce monde qui va extrêmement vite, où moi-même, j'ai du mal, tu vois, à ralentir, par où on commence? Parce que dans mon TEDx, je me moque en disant on cherche tous des méthodes rapides pour ralentir. Donc c'est vraiment le sujet. Je te demande pas une méthode rapide, mais par où on débute? Par la prise de conscience, j'imagine, mais écrire quelques minutes au réveil. Juste faire ce test-là. Écrire quelques minutes au réveil ou écrire quelques minutes avant de se coucher. Pour moi, c'est le premier pas le plus simple. Ne pas commencer sa journée par le téléphone, enlever le mode avion et voir le défilé d'emails, notifications qui tombent. Non, je commence avec de la prise de notes. Et pourquoi le papier plutôt que le numérique? J'imagine que Bernard Werber, son document, c'est un document numérique, parce que... Alors, Bernard, il a les deux. Il a beaucoup utilisé le papier, et puis après, vu la taille... C'était du bordel. De son encyclopédie, il m'a montré un document digital. Pourquoi le papier? Premièrement, parce qu'il est prouvé que ça favorise la mémorisation, de prendre des notes sur papier plutôt que de faire de la saisie sur ordinateur. Deuxièmement, parce que sur papier, il n'y a aucun risque de distraction. Tu n'es pas dans un environnement où Facebook, Instagram sont à un clic de ta souris. Tu n'es pas dans un environnement où des notifications peuvent popper. Tu es dans un endroit aussi qui te donne une liberté créative beaucoup plus forte. T'as envie de faire des dessins là-dessus, t'as envie de faire des ronds, t'as envie de faire des cercles, t'as envie de coller quelque chose que t'as découpé dans un magazine, un journal, ou t'as imprimé une photo, t'as envie de la coller, tu le fais. Donc c'est vraiment ces trois raisons-là qui sont essentielles pour moi. Meilleure mémorisation, c'est prouvé par plein d'études. Deuxièmement, l'absence de distraction. Je me mets dans un environnement où je réduis le risque. Et 3, la liberté créative. Et sur le deuxième, la réduction de risque, j'aime beaucoup l'exemple que donne Johann Hari. Êtes-vous capable de lutter contre des milliers de développeurs et d'ingénieurs payés $300,000 par an? Non. Moi, j'en suis pas capable. Et je pense qu'aucun humain n'en est capable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prend notre téléphone, il faut le regarder en se disant, derrière ce téléphone, il y a 300 000 personnes qui sont payées extrêmement cher. Et toute la journée, leur objectif, c'est que je fasse du temps là-dessus. Donc, ils vont être meilleurs que moi. Enfin, le combat est perdu d'avance. Oui, donc, par définition. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de se créer un environnement en partie non digital
je ne suis pas non plus en train de dire qu'il faut complètement laisser de côté le digital, je pense pas. Mais il faut se créer des espaces où ce téléphone, ces écrans ne sont pas là, et retourner à des pratiques autres. Et ça peut être le carnet, ça peut être le papier, ça peut être la respiration, ça peut être plein de choses, ça peut être le yoga, ça peut être ce qu'on veut, mais on en a terriblement besoin. Et peut-être que la quatrième raison, c'est de se remuscler la main, parce que ce que tu disais, c'est que moi, j'avoue que je sais plus écrire longtemps. Mais alors, du coup, quand t'écris au réveil, t'écris dans ton lit, parce que moi, je me vois pas écrire, je sais pas comme, enfin, techniquement, j'arrive pas à écrire dans mon lit. Enfin, tu vois vraiment même où est-ce que tu mets le carnet, quoi, je veux dire. Moi, je suis plutôt écriture bureau. Ouais. D'accord. Donc tu te lèves, tu écris et après tu sors de ta chambre. Ouais. Ou enfin. Ouais, mais après moi, maintenant, alors j'ai donné l'exemple du matin et du soir. Moi, ce que j'aime surtout faire, c'est avoir le carnet toujours avec moi. C'est aussi pour ça que mes carnets, je les prototype de sorte à pouvoir les mettre facilement dans un sac, parce que je veux pouvoir les sortir dans les moments où je suis en train d'apprendre quelque chose. Autre exemple, les réunions professionnelles. Prenons le cas, non pas de l'industrie agricole, de l'industrie des métaux, enfin ou des usines. Prenons le cas vraiment des services. Les services, donc, c'est quoi l'environnement de travail? C'est les ordinateurs, c'est Teams, c'est Slack et c'est Zoom. Donc, qu'est-ce qui se passe si on observe les choses comme elles sont? On est toute la journée dans des réunions Zoom où on est en train de regarder nos emails en même temps, et on sait très bien que la personne en face est aussi en train de regarder ses emails. On le sait. Chacun le sait. Et il y a cet accord tacite qu'on accepte que le niveau d'attention général soit divisé par 2. Et on ne dit rien. Moi, je m'efforce au plus possible d'arriver en réunion sans ordinateur, sans écran, et avec juste un carnet pour prendre des notes. Alors évidemment, le premier truc qu'on va me dire, c'est si tu as besoin d'aller chercher une information, si tu as besoin de vérifier un point, oui, je n'ai pas cette possibilité. Mais ce que je gagne en capacité d'écoute, en capacité de présence, est bien plus important. Mais alors, du coup, en fait, le truc du carnet, pardon, je fais l'avocat du diable, mais en même temps, parce que c'est dans mon expérience aussi, moi j'ai du mal à y retourner. J'y retourne quand c'est des trucs de boulot, tu vois, de retrouver, je mets des titres et voilà. Mais les carnets de pensée, moi j'écris de temps en temps. Je suis pas un bon exemple, hein, parce que je prends des notes, mais sur notes dans mon téléphone, et j'y retourne jamais, en fait, en réalité, où j'épingle parfois des vidéos sur ou des contenus sur Instagram, mais en fait j'y retourne pas. C'est le piège des favoris. Ouais, c'est le piège des favoris, c'est le piège de la bibliothèque infinie. Là, ce que tu es en train de décrire, c'est un autre problème avec la prise de notes sur ordinateur. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond. Donc tu peux tout indexer. Et il y a un terme pour ça qui s'appelle digital hoarding. Comment est-ce qu'il se traduit en français? Collecte digital, un truc comme ça, qui consiste à avoir une sorte de FOMO, de ne pas lire cette newsletter, écouter ce podcast, etc. Donc le carnet ou le papier ou une ardoise chez vous, de la sculpture sur bois, ce que vous voulez, ça force déjà à sélectionner avec conscience et limiter le flux entrant. Notre cerveau n'est pas capable d'absorber toutes les connaissances du monde. C'est impossible. Et pourtant, on fait la promotion de la curiosité d'une certaine manière, on pourrait se dire. Oui, mais c'est tout l'enjeu, c'est que la vraie curiosité nécessite d'accepter de ne pas tout apprendre, d'accepter de ne pas tout savoir, de sélectionner en amont, d'accepter de ce renoncement pour aller pleinement être curieux sur les sujets qu'on a gardés. Et donc ça, c'est le premier point, plus facile à faire sur papier. Et ensuite, effectivement, après, quand on rentre sur comment noter sur papier, alors là, on arrive dans tout un monde qui moi me passionne, mais qui est complexe. C'est-à-dire que un carnet ne peut pas tout faire. Moi, je n'utilise pas les mêmes carnets pour faire du flot de pensée, à savoir juste me libérer la tête. J'ai des pensées qui me traversent, des émotions, souvent des sujets relationnels, hein, très 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 clairement. Je vais prendre un carnet complètement vierge, complètement vide. Je sais que je vais jamais y retourner. J'ai juste besoin que ça sorte. Et donc ça, c'est vraiment du flot de pensée. Si je veux être curieux sur un sujet, retenir, maîtriser, bah là, moi, je me suis créé ce carnet de curiosité
pour ce point-là précis. Et ensuite, je crois dans la possibilité d'avoir d'autres carnets de méthodologie qui répondent chacun à un objectif. Tu vois, j'ai d'autres carnets sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment. C'est pas t'as un carnet de réunion, tu vois, typiquement. Carnet de réunion, par exemple. Tu te rendras compte que tu notes pas grand-chose. Oui, et puis un autre sujet sur lequel j'aimerais vraiment créer un carnet, et peut-être qu'on le fera ensemble, parce que c'est un sujet sur lequel tu as créé un jeu incroyable, c'est vraiment le carnet de l'amour, le carnet du cœur. Comment est-ce que via un carnet, je peux identifier des schémas autodestructeurs dans mes relations? Comment je peux identifier ce qui compte vraiment pour moi chez un ou une partenaire? Comment je peux peut-être aussi renouer avec un certain romantisme, etc. Donc ça, il faut penser à un carnet dédié pour ça. Mais alors du coup, une fois que tu as ton carnet, tu les collectionnes, c'est-à-dire que parce que un carnet il a une fin d'une certaine manière. Bah oui, je les collectionne, bien sûr. Ouais, Du coup, tu les notes sur le. Alors sur le carnet de curiosité spécifiquement, moi ce que je recommande, c'est d'utiliser un carnet par thématique. Ah, waouh. Et oui, pour aller vraiment en profondeur sur un sujet, bah autant que le carnet il soit dédié. Donc en ce moment, moi, je n'utilise 3 de mes prototypes. J'ai un carnet de curiosité pour ma pratique des arts du cirque. J'ai un carnet de curiosité pour tout ce qui concerne la maison, le bricolage, parce que j'en ai marre d'être ce gosse né à Paris dans un appartement qui sait pas changer une ampoule, et je veux comprendre l'isolation des murs, je veux comprendre les systèmes de chauffage, je veux comprendre la différence entre une pompe à chaleur et une chaudière à bois, je veux être capable de me construire une cabane, etc., etc. Et j'ai un 3e carnet d'histoire et de géopolitique sur lequel d'ailleurs il y a certains de tes podcasts qui ont commencé à être fichés, parce que c'est un sujet qui me passionne depuis très longtemps, et je crois que dans la période actuelle on a tout intérêt à être curieux. Et tous tes autres sujets de curiosité, tu les mets où? Parce que moi, par exemple, en fait, c'est un peu le problème, tu vois. Et peut-être que je papillonne de trop, tu vois, mais c'est vrai que la géopolitique, ça m'intéresse, l'écologie, ça m'intéresse, la philosophie, ça m'intéresse, la psychologie, ça m'intéresse, les relations amoureuses, ça m'intéresse. Enfin, comme Vlan, quoi, d'une manière générale. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, je suis curieux par essence, quoi, vraiment. Et est-ce qu'il y a des thèmes, des ponts à faire entre ces sujets? Sûrement. Bien sûr. On l'entend dans tes podcasts. Bien donc sûr. Peut-être que la clé pour toi est d'identifier un thème commun à plusieurs de tes sujets de curiosité, et de créer un carnet là-dessus. Par exemple, si on prend le sujet peut-être de la coopération. La coopération, ça touche à ce qui se passe dans le couple, ça touche à ce qui se passe entre les pays, à la géopolitique. Enfin, je pense que tu pourrais faire quelque chose d'assez intéressant. Dans l'entreprise, etc., etc. Ouais. Intéressant. Mais il est certain que se mettre au carnet, c'est accepter qu'on ne va pas tout ficher, tout connaître, tout documenter. Parce que justement, en fait, moi, ça me fait penser un peu au mind mapping, dont on a parlé aussi ensemble, hors micro, auquel j'ai essayé de me mettre, mais en fait, je me rends compte que j'y arrive pas, parce qu'en fait, c'est pas une mécanique que j'arrive à, et qui est bien, parce que le mind mapping, l'avantage, c'est que c'est numérique, mais ça te permet de revenir, de créer du lien entre les sujets, etc., etc. Est-ce que les carnets de curiosité, c'est une forme de mind mapping sur papier? Alors, dans chaque page de notes intelligentes, tout en bas, il y a un petit encart te permettant de lier cette note avec d'autres notes. Et donc de dire, tiens, cette note qui est page numéro 32, elle fait référence aux notes 72 et 86. Donc, c'est une forme de mind mapping, de carte mentale. Évidemment qu'elle est moins magnifique visuellement que les mind maps qu'on peut faire sur ordinateur, qui sont, tu vois, infinis. Moi, j'ai commencé d'ailleurs mes aventures d'entrepreneur en utilisant un outil qui s'appelle Pearl Tree, que tu as peut-être connu aussi. Que j'ai connu, oui. Et qui permettait de faire des arbres de perles. Et donc, quand j'ai créé Live Mentor et que je commençais à me renseigner sur la formation, l'éducation en ligne, les MOOC, ça remonte à 14 ans maintenant, tout ça. Il y a 14 ans, j'utilisais Pearl Tree pour faire des énormes arbres de perles. Bon, évidemment, il y a plein de perles que j'ai jamais revisitées, donc c'est un peu toujours la même chose. C'est le carnet nous met de la contrainte, et cette contrainte est bénéfique. Ça, c'est hyper intéressant, et je pense que pour les personnes qui nous écoutent, à mon sens, tu vois, quand t'écoutes Vlan, c'est que par décence t'es curieux, parce que sinon
Si on t'écoute pas. Et en particulier cet épisode qui va, je sais pas comment il va s'appeler, mais il va forcément être lié à la curiosité d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il y a des contre-indications à la curiosité? Alors, premièrement, moi j'ai toujours 3 questions un peu d'avertissement que je propose aux personnes. 1. Est-ce que je suis certain d'être profondément curieux de ce sujet? Pour toutes les raisons qu'on a évoquées dans les épisodes, peut-être que cette curiosité, c'est pas une vraie curiosité. Dans ce cas-là, tu la laisses de côté complètement? Ah bah oui, si je me rends compte que que j'ai pas vraiment un fort écho, je laisse de côté complètement. Ensuite, une très bonne manière, c'est le deuxième filtre, de savoir si la curiosité est réelle, intéressante, rentrer dans le réel. Ne jamais rester au stade de l'information, de la connaissance. Je dois confronter cette curiosité au réel. Donc, pour le bricolage, on a compris, hein, c'est très simple. Au lieu de simplement regarder des vidéos de bricolage, je vais à un atelier de bricolage, par exemple, chez Leroy Merlin, ou je vais chez moi, je prends un clou, et hop, j'essaye de faire quelque chose. Mais sur la géopolitique, c'est pareil. Tu vas voir Poutine. tu peux aller parler à un Russe. Tu peux aller avoir une discussion de géopolitique avec quelqu'un qui est russe, quelqu'un qui est ukrainien, quelqu'un qui est d'Europe de l'Est, etc., etc. Donc c'est vraiment le deuxième filtre. Je rentre dans le réel et je me rends compte si dans le réel, j'ai toujours ce plaisir, cet intérêt, cette curiosité qui est présente. Et troisième filtre, est-ce que je connais des personnes un peu plus avancées que moi sur ce sujet, un peu plus curieuses ou curieuses depuis un peu plus longtemps? Il faut aller leur parler. Il faut échanger avec ces personnes et il faut sentir si ça nous donne de l'énergie ou pas. Parce que à un moment, pour passer d'un simple intérêt à une vraie maîtrise, il va falloir s'entourer. Il va falloir se créer un cadre de pairs, de collègues avec qui échanger. Et là, on touche à un autre sujet qui est super intéressant, qui sont les groupes de personnes qui se sont tirés vers le haut dans l'histoire. Il y a ce fameux groupe des Inklings, Inklings, qui était un groupe composé de l'auteur justement de Alice au Pays des Merveilles, Lewis Carroll. Oui, bien sûr. Et il y avait dans ce groupe Tolkien, si je dis pas de bêtises, oui, il y avait Tolkien. Et donc le Seigneur des Anneaux, c'est ça, hein. Exactement. Et donc ils étaient étudiants, je crois, à Oxford. Ça fait beaucoup de je crois. Ils étaient à l'école ensemble. Ils étaient à l'école ensemble, Incroyable. mais surtout ils avaient un groupe d'étudiants écrivains qui se réunissaient dans un bar, un pub, vous pouvez trouver tout ça sur internet, les Inklings, et ils se faisaient des retours, du feedback sur leurs textes. Et donc ils stimulaient leur curiosité ensemble, et ce groupe est resté célèbre parce que tous les membres du groupe ont beaucoup écrit après, ont eu une... Ah oui, en tout cas ces deux-là ont été super prolifiques. Tu as d'ailleurs dans le même genre d'idée un super documentaire sur Spielberg qu'on peut trouver sur internet qui raconte son histoire et qui raconte notamment l'époque où il voyait beaucoup Brian De Palma, il voyait beaucoup George Lucas de Star Wars et il se faisait du feedback entre eux. Et il y a une anecdote assez rigolote qui est George Lucas qui leur présente la première version de Star Wars. Et un type dans cette audience, je crois que c'est Brian De Palma qui prend la parole et qui dit: j'ai rien compris à ton truc, c'est imbitable, à l'histoire des mecs en armure blanche, les Stormtroopers, on comprend rien. Donc feedback assez dur, mais à la fin il lui dit: tu sais, si tu faisais une intro à ton film avec quelques lignes qui expliquent où est-ce qu'on se trouve, c'est quoi ce bordel, qui est qui, ça serait super bien. Et là, George Lucas a l'idée de cette fameuse intro de Star Wars. Ah, incroyable. Fond noir avec les étoiles, police jaune, dans une galaxie très très lointaine, etc. Bon, ça, c'est vers ça que ça mène la curiosité. Ça mène vers, et c'est pour ça que pour moi c'est la plus belle qualité au monde, ça mène vers des rencontres, ça mène vers d'autres passionnés, d'autres weirdos entre guillemets, d'autres mecs étranges, femmes étranges, curieuses du même sujet. Et ça va nous tirer. Donc voilà un peu les 3 filtres. Est-ce que cette curiosité, elle répond vraiment à un besoin, une envie profonde, et d'où cette section de boussole de la curiosité dans le carnet. Deuxième filtre, rentrer dans le réel. Et troisième filtre, aller vers les autres, se créer son groupe. Mais ça demande un travail personnel fort. Parce que moi, quand je t'écoute, je me dis, pas le premier, mais en tout cas, un des sentiments, c'est frustration. Tu vois, de me dire, alors, parce que là, il est en train de me dire qu'il faudrait que je choisisse les sujets qui m'intéressent vraiment et que j'ai envie de vraiment mettre dans le réel.
qui est clairement pas le cas. C'est-à-dire que tous les sujets qui m'intéressent, je les rentre pas nécessairement dans le réel. Et en plus, et pourtant, tu les rentres quand même via des conversations avec des experts. Oui, ok, mais enfin, tu vois, je les creuse plus que la moyenne, mais pas tant que ça, de manière générale. Tu prépares tes interviews. Oui, non, je vais pas me casser du sucre sur le dos, mais je les rentre pas dans le réel, dans le sens où j'ai pas des discussions sur, enfin, je suis capable, sans doute, et encore que, je me suis rendu compte que vraiment. Et c'est pour ça que je fais ma newsletter aussi, c'est que écrire, ça me permet de structurer ma pensée, d'apprendre. Et je pense que, et ça va dans le sens du carnet, mais écrire, ça reste quand même la meilleure manière d'apprendre, je crois. Donc parfois, il y a des sujets où j'ai reçu plusieurs personnes, et ben, en fait, je suis pas capable d'avoir un argumentaire vraiment très construit parce que, en fait, j'ai pas structuré moi-même ma pensée, j'ai pas écrit sur le sujet, et du coup, c'est un peu resté, tu vois, voilà. Et du coup, en ce sens, le carnet de curiosité, ça m'aiderait mais il y aurait plus qu'un sujet, tu vois, parce que l'écologie, ça serait un sujet, mais la masculinité, ça serait un autre, ou en tout cas les relations de genre. Et en fait, ce que tu disais, il faudrait que je trouve des méta-sujets, d'une certaine manière. Comme l'art de poser des questions. Comme l'art de poser des questions, mais qui regroupe plusieurs thèmes à l'intérieur du... Parce qu'en fait, sinon, ça serait trop frustrant pour moi. Mais après, je ne cache pas que l'ombre de la curiosité, c'est la frustration et le sentiment d'être con. Oui, aussi. C'est indissociable. Tu t'intéresses à des nouveaux sujets, tu t'acceptes d'être le plus nul de la classe, t'acceptes de repartir à zéro, et ça va évidemment te confronter à cette inquiétude, cette peur, ce sentiment de comprendre rien à rien. Mais qu'est-ce que c'est rafraîchissant aussi. Qu'est-ce que c'est bon une fois que t'as passé ce petit cap d'ego de te dire mais je découvre un nouveau monde, un nouvel univers, je joue à un nouveau jeu vidéo sans faire peur à qui que ce soit. Mais moi je trouve que la curiosité c'est le meilleur remède à la peur de mourir. Si tu vois la vie comme un jeu et tu te dis j'ai peur que ça s'arrête, j'ai peur que ça se termine et la curiosité me permet de vivre plusieurs vies en une. Non, moi je suis 100% d'accord avec la curiosité, hein, comme tu sais. mais quand je me dis il faut que je choisisse, il faut que j'écrive. Et en fait l'avantage, tu vois, je parlais de quelqu'un qui prend des notes sur une plateforme, c'est quoi le nom? Liseuse pas une liseuse, mais un truc numérique, quoi, pas un iPad, mais enfin bref, peu importe. Et elle me disait l'avantage, c'est que je peux raturer, recommencer par rapport au papier, parce qu'en fait j'adore les carnets, mais le problème du carnet c'est que souvent tu écris puis tu te dis ah ouais non en fait mon idée est pas bien structurée. Moi j'écris beaucoup sur des feuilles blanches, tu vois, que je jette au fur et à mesure que je réfléchis, parce que je ne sais, parce que je suis suffisamment vieux ou trop vieux, je sais pas, mais je ne sais réfléchir que sur papier. Mais je crois que c'est vrai pour tout le monde, en fait. L'esprit humain il est quand même fait pour réfléchir sur papier, et du coup je réfléchis sur feuilles blanches parce qu'en fait ça me fait mal au cœur d'une certaine manière de raturer des carnets. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends bien aussi cette peur que le carnet soit trop beau et t'oses pas écrire dedans. Ouais, c'est ça. Et puis la fin du carnet aussi qui est difficile, parce que quand tu l'aimes bien ton carnet, en tout cas pas je pense pas à celui-là, parce que celui-là tu pourrais en avoir plusieurs du même, mais quand il y a des beaux carnets, tu vois, qui est avec un design particulier que t'aimes bien, que voilà, du coup ça fait chier de le terminer. Oui. Tu vois. Il va bien falloir. Et en même temps, l'avantage de celui-là, c'est que tu pourrais te dire, ils ont tous le même format, comme un peu les Moleskine d'une certaine manière, et du coup tu peux les collectionner, parce que moi j'ai plein de carnets de plein de tailles différentes. Et du coup tu peux pas vraiment les stocker. Enfin, je veux dire, après bon, je sais pas si tu stockes des carnets, parce qu'après quoi en faire, mais moi je les garde parce que j'adore cette idée d'encyclopédie personnelle. J'adore l'idée de pouvoir revenir dans le temps et regarder ce que j'ai écrit il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 4 ans. Comme tout le monde, je prends des photos par exemple sur mon téléphone. Je regarde jamais dans le passé. J'ose même pas regarder le nombre de photos qui sont stockées sur mon téléphone ou sur mon Google Photos. Plusieurs gigas. Enfin, j'imagine. Que j'essaye de supprimer de temps en temps. Enfin, c'est bizarre d'ailleurs ce truc, parce que moi je fais le ménage dans mes photos. Tu vois, quand je suis dans un train ou quand vraiment j'ai rien à faire. Et il y a plein de photos que j'ai pas envie de supprimer, mais en même temps, c'est vrai que j'y retourne pas non plus, en réalité. Et c'est des gigas de données qui sont utilisées, qui sont du coup stockées sur iCloud, qui polluent et qui servent strictement à rien, parce que moi-même, j'y retourne pas, en réalité.
Non, mais la technologie a complètement changé notre rapport à la connaissance. Une fois, pour le meilleur, l'accès infini et très souvent gratuit, et pour le pire. Collecte infinie, incapacité à trier, incapacité à structurer, incapacité à mémoriser, etc. etc. Et d'ailleurs, on espérait quand même les fondateurs d'Internet, enfin pas les fondateurs d'Internet, mais en tout cas quand on a libéralisé Internet au grand public, on espérait vraiment que les gens soient beaucoup plus intelligents, beaucoup plus démocrates, beaucoup plus, tu vois, cultivés. Et c'est pas ce qu'on a vu d'une certaine manière. C'est même parfois l'effet inverse. Oui. Ouais, parce que Internet aujourd'hui, de quel Internet on parle quand on a une personne, Musk pour pas la nommer, qui possède à la fois le futur de l'espace, le futur des transports avec Tesla, le futur d'Internet avec ses ballons Starlink et un des plus grands médias au monde avec Twitter qu'il est capable de façonner selon ses idées, selon ses désirs, selon sa vision politique, ben on est sur un Internet qui n'est pas fait pour rendre les gens plus puissants, qui n'est pas fait pour leur permettre par eux-mêmes de chercher les réponses, de trouver les bonnes questions à se poser. Non, on est sur un outil, et il faut pas avoir peur de le dire, de manipulation. Et d'ailleurs, il y a des faits avérés là-dessus de manipulation dans plusieurs campagnes politiques. L'exemple le plus incroyable, c'est ce qui s'est passé dans ce pays européen dont j'oublie le nom pile maintenant, où l'élection a été annulée parce qu'on s'est rendu compte... non, c'est pas en Allemagne, c'est en Roumanie, non? C'est en Roumanie, je crois. Je suis quasiment sûr que c'est en Roumanie. Où un candidat sorti de nulle part Roumanie. A débarqué avec une immense campagne TikTok de toute évidence financée par la Russie et on a dû annuler l'élection parce que en fait c'était purement la manipulation. Ouais. Par où on commence si les gens qui nous écoutent sont comme nous tous les deux très curieux. Alors déjà peut-être réactiver la curiosité. En fait, dans ce que j'ai retenu, c'est réactiver sa curiosité, la structurer, ne pas avoir peur de consommer des contenus longs. Et ça veut dire aller contre soi, d'une certaine manière, aller contre les algorithmes. Et comme tu l'as dit, c'est pas aller contre soi, mais c'est dur parce qu'en fait, on a une armée de neuroscientifiques payés très cher pour qu'on n'aille pas sur des contenus longs. Et du coup, c'est pas que c'est perdu d'avance, mais que c'est quand même ultra dur de résister. Oui. Et je vois bien pour moi aussi, c'est-à-dire, et un des effets qu'on n'a pas vraiment mentionné là, mais c'est le fait de passer d'un reel à un autre, ou d'un contenu court à un autre. C'est pas si ça nous rend complètement débiles, mais tu passes d'un chat qui se fait écraser à, enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais à un truc de kung-fu ou j'en sais rien, mais sur Instagram, tu passes vraiment d'un reel à un autre, d'un sujet à un autre, et je pense pas que ça nous rende beaucoup plus intelligents pour le coup. Ouais. Ben, peut-être que c'est exactement ça. Et le dernier sujet, peut-être qu'on n'a pas évoqué, c'est la confiance en soi. Quand on parle de réactiver sa curiosité, renouer sa curiosité, c'est aussi reprendre confiance dans sa capacité à apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences, ce qui peut permettre de changer de vie, de changer de métier, de lancer une entreprise, etc. Et ça, moi, ça a été ma première observation en tant que créateur d'un organisme de formation pour des personnes qui veulent se mettre à leur compte. Dans les formations Live Mentor, on a maintenant vu passer plus de 30 000 personnes, donc c'est un volume assez suffisant pour entendre à chaque fois la même peur. J'ai 40 ans, j'ai 45 ans, j'ai fait le même métier toute ma vie. Est-ce que je suis vraiment capable d'apprendre de nouvelles choses, de réactiver ma curiosité? Et là, rappelons-nous de tout ce qu'on a appris quand on était enfant. Encore une fois, marcher, parler, ramper, bouger, parler une nouvelle langue, etc., etc. On a ça en nous, et c'est un muscle qu'on peut tout à fait redévelopper. Et d'ailleurs, quand tu parles de l'enfant, parce que tu m'avais donné cet exemple et je l'aime bien, donc je vais le reprendre, de l'humilité de l'enfant qui apprend à marcher, c'est-à-dire qu'en fait, il a une résilience et une humilité, parce qu'en fait, il essaye, il y arrive pas. Et ce que j'aime bien dans l'image, dans la métaphore, c'est même pas une métaphore, c'est juste de se souvenir un enfant qui apprend à marcher,
il y arrive pas, il essaye et il essaye et il essaye. Il a pas honte de pas y arriver. Et il a pas peur de recommencer parce qu'il a vraiment envie d'y arriver. Et j'aime bien cette image. Je t'assure que le profil qui a le plus de mal à créer une entreprise, dans toutes les personnes que j'ai vu passer, c'est quelqu'un qui a eu un parcours de manager, s'est enfermé dans une série d'actions, une série de compétences, recruter quelqu'un, le motiver, faire une négociation salariale, etc. Et qui, lorsqu'il ou elle crée une entreprise, essaye de répliquer le même schéma, essaye de partir de ce qu'il ou elle sait, au lieu d'accepter l'inconnu, d'accepter le chaos, et d'oser dire, bon, tout ce que j'ai fait ces dernières années va pas beaucoup me servir maintenant. Faut l'accepter. C'est pas cet outil-là dans ma boîte à outils qu'il faut que j'utilise. Faut que j'aille utiliser d'autres outils. Et donc, c'est ça la curiosité. C'est ce muscle d'accepter de repartir à zéro. Et en même temps, comme on en parlait, de aussi regarder de manière peut-être plus invisible les fils qui existent entre différentes compétences. Mais il faut faire ce travail de réinterprétation. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à toi. Le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Oh, ah ouais, c'est le moment thérapie. Non, c'est la question classique de Vlan depuis 8 ans. Mais oui, mais quand tu la poses comme ça. Quand tu la vis comme ça, t'as vraiment l'impression d'être chez le psy. À quoi je veux ouvrir ou claquer la porte? J'aimerais bien ouvrir la porte à plus de ponts entre le monde scientifique, le monde politique, le monde des entrepreneurs, le monde des artistes. C'est un sujet qui compte vraiment beaucoup pour moi, parce que je suis curieux, on en revient toujours un peu à ça, mais aussi parce que je trouve ça tellement dommage qu'on n'ait pas accès à la richesse de chacun. Moi, j'ai principalement un parcours d'entrepreneur. Enfin, j'ai jamais été salarié, j'ai créé plein de projets ces 15 dernières années, et je vois bien à quel point dans cet univers-là, on manque de la patience des scientifiques, de leur capacité d'observation, de leur rigueur. On peut manquer de la créativité des artistes, etc. Et en sens inverse, je pourrais faire le même constat sur les autres univers. Donc j'aimerais ouvrir la porte à ça, et je trouve que tu le fais d'ailleurs toi avec ton podcast. T'apportes ta pierre à cet édifice. Mais ça me semble vraiment essentiel. Enfin, on a terriblement besoin de ça. À quoi je ferme la porte? Eh bien, j'essaye de continuer encore et encore, de fermer la porte à ce qui m'enlève mon attention, à ce qui me distrait, à ce qui me fait perdre mon temps. Je reprends l'exemple de mon jeune Idric et de tout ce temps passé sur des recettes de cuisine et des restos à Paris. Il faut cuisiner, par contre, c'est super. Et par contre, il faut ouvrir la porte, effectivement, à la casserole et à la poêle. Parfait. Merci beaucoup, Alex. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.